Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle édition des 5 infos foot du jour, la dernière de la semaine. Il y aura une analyse demain aussi, comme vous le savez sûrement si vous avez regardé la vidéo d'hier, mais dernière édition des 5 infos foot du jour qu'on commence tout de suite avec la défaite de Liverpool contre Burnley. Alors défaite surprise qui aurait pu être évitée si à 0-0, Origi avait converti son occasion phare, mais Nick Pope a sorti un sacré match aussi dans les buts, alors que de l'autre côté, Alisson se retrouve sanctionné sur une sortie mal contrôlée, et à la 83e minute, donc, Ashley Barnes enterre les Reds. Klopp et Sean Dyche qui s'écharpent dans le tunnel au coup de sifflet final, ça fait partie des histoires fortes et des images fortes de la soirée également. En tout cas, un revers historique pour Liverpool à Anfield, ça faisait 68 matchs de Premier League que Liverpool n'avait pas perdu à domicile, 3 ans et 273 jours, quasiment 4 ans d'invincibilité à domicile. Burnley ne l'avait pas emporté à Anfield depuis 1974 aussi, et en tout cas, à court terme, bon, c'est la 5e rencontre sans victoire pour Liverpool en Premier League, 5e rencontre sans victoire, puisqu'après leur succès écrasant sur la pelouse de Crystal Palace, c'était juste avant les fêtes, souvenez-vous, cette victoire 0-7 sur la pelouse de Crystal Palace. Depuis, c'est 1 partout contre West Brom, 0-0 contre Newcastle, 1-0 la défaite contre Southampton, 0-0 à Manchester United, 0-0 contre Manchester United, et donc hier, défaite 1-0 contre Burnley à Anfield. Si vous avez fait attention, sur ces 5 matchs sans victoire, il y a aussi les 4 derniers sans marquer de but, 4 rencontres de Premier League consécutives sans marquer de but pour Liverpool. C'est pas nécessairement dû, alors après un plus gros volume d'occasions bien sûr aurait peut-être changé la donne, mais c'est pas nécessairement dû à une animation offensive absolument défaillante, surtout un manque de qualité à la finition. Sur ces 4 matchs sans marquer de but, il y a quasiment 8 expected goals, donc un certain volume d'occasions créées tout de même, mais une incapacité à trouver le fond des filets. Ça pénalise significativement Liverpool qui au classement se retrouve à la 4e place, 34 points pour eux, Tottenham en a 33 mais un match de moins, Everton en a 32 mais 2 matchs de moins, donc à mi-parcours pour Liverpool, 19 matchs sur 38. Dans quelques jours on pourrait les retrouver à la 6e place, et ça je pense qu'on était assez peu à le voir venir. Alors l'autre rencontre significative de la soirée, l'autre rencontre significative jouée hier soir, c'est la victoire de l'Atlético sur la pelouse d'Eibar 2-1. Si vous n'avez pas encore vu les images, il y a sans doute un moment qui va vous surprendre, c'est l'ouverture du score d'Eibar via son gardien Dmitrovic. Interrogé par un journaliste sur ce choix, le coach d'Eibar, José Luis Mendilibar, a déclaré qu'en fait il était le seul joueur de l'effectif qui n'avait pas encore raté de penalty. En tout cas, les autres en avaient raté. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui n'en ont pas raté, mais en tout cas, dans la hiérarchie, tous les autres en avaient raté un. Donc, c'était à son tour. Comme il l'a dit, c'est la loi, c'est la ley. J'ai beaucoup aimé la mobilisation de ce concept. Donc, c'était la loi. Il a tiré son penalty. C'est le premier but de sa carrière. À voir si maintenant, il va continuer à les tirer. La suite au prochain épisode. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché Luis Suarez de briller. Auteur du but de l'égalisation, aurait pu être passeur décisif pour João Félix aussi, mais belle parade de Dmitrovic. Finalement, il faudra attendre la 89e minute et une Panenka bien sentie pour arracher la victoire. Grâce à ce succès, l'Atlético prend 7 points d'avance sur le Real Madrid, 10 sur le Barça, et compte encore un match en retard. Quelle année ça pourrait être pour eux. Un petit point aussi sur Luis Suarez. Grâce à ce doublé, il rejoint Léo Messi en tête du classement des buteurs, 11 buts chacun, mais Suarez l'a fait avec 3 apparitions de moins, 400 minutes de moins à peu près. Bon, quelle année ce serait aussi pour lui si l'Atlético arrachait le titre, qu'il était sacré Pichichi. Ce serait aussi un beau pied de nez au Barça. Je pense qu'on en reparlera en détail la semaine prochaine. Si ça vous dit, ça fait longtemps qu'on a fait un sujet sur l'Atlético, donc si ça vous dit, pourquoi pas en faire une petite analyse dédiée la semaine prochaine. Dites-moi si ça vous intéresse. Et en attendant, on passe au 3e sujet de la vidéo. C'est notre point, alors pas hebdomadaire sur la Super Ligue européenne, mais notre point régulier sur cette idée de ligue fermée, puisqu'il y a eu de nouvelles informations hier. En fait, une lettre co-signée par la FIFA et les autres confédérations, UEFA, AFCON, etc. Une lettre signée qui dit en essence la chose suivante, c'est que cette Super Ligue européenne, si elle devait voir le jour, ne serait pas reconnue par la FIFA et par les autres confédérations, ce qui signifie que les joueurs y participant ne seraient pas autorisés à participer aux compétitions internationales de sélection, pas de Coupe du Monde, pas d'Euro, pas de Copa América, etc. pour les joueurs qui y participeraient. C'est ce que la lettre dit. On peut en douter, je pense que c'est beaucoup de posture aussi. J'ai du mal à voir la FIFA se priver de ses joyaux, se priver de ses joueurs stars et de ses vecteurs d'attraction phares pour ces grands tournois. Donc du mal à imaginer ça, mais quand même une posture qui est en apparence assez forte. Et un petit point sur la Super League du coup, qui à mon avis
in fine, ne verra pas exactement le jour, mais va significativement contribuer à l'aménagement du format de la Ligue des Champions en 2024. Vous savez qu'en 2024, le format de la Ligue des Champions va changer. Je crois que c'est une question de renégociation des droits télé, mais le format de la Ligue des Champions va changer en 2024. Vraisemblablement, la menace que fait peser cette Super Ligue européenne va accommoder les intérêts des clubs qui brandissent cette menace. Donc on verra, on aura le temps d'en reparler. Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, s'y est opposé fermement. Il a dit que si cette Super League devait voir le jour, le Bayern n'y prendrait pas part. Après, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce que dit Rummenigge? Ça, c'est une autre chose. Alors 2 points mercato pour finir. D'abord, l'officialisation de l'arrivée d'Arkadiusz Milik, Arek Milik, qui signe donc à l'Olympique de Marseille sur la base d'un contrat assez particulier. On parle de 18 mois de prêt, plus une option d'achat derrière que j'imagine obligatoire, puisqu'il serait là à l'intérêt du Napoli. Une option d'achat fixée à 8 millions, plus 4 potentiels de bonus. Alors ce que j'ai pas compris, c'est que 18 mois de prêt, c'est très bien, mais puisqu'il lui reste 6 mois de contrat à Naples sur l'année restante, par qui est-ce qu'il est prêté? Il était question, il me semble, d'une prolongation avant signature, une prolongation de Naples, de Milik à Naples avant signature pour obtenir un meilleur montant. Et donc, j'imagine pour que cette question de prêt puisse voir le jour, donc peut-être qu'il a prolongé à Naples juste avant de signer à Marseille. J'en ai pas entendu parler, mais c'est la seule option que j'imagine possible. En tout cas, ces détails mis de côté, c'est une très belle opération pour l'OM. Pour ceux qui se demandent ce que je pense de Milik, bon, ça tombe bien, j'avais fait une vidéo consacrée au profil idéal, au 9 que l'OM devait pister, avec quelques hypothèses et quelques idées. J'avais évoqué sur toute une partie de la vidéo l'idée Milik. Je vous mettrai la vidéo en description si ça vous intéresse. Alors pas sûr qu'il soit physiquement apte tout de suite, mais il est vraisemblablement qualifié pour jouer contre Monaco ce week-end, donc peut-être qu'on le verra disputer quelques minutes. Et en tout cas, il n'est pas la seule recrue phare de cet affrontement, puisque Crépin Diatta vient de signer à Monaco également. Alors, Crépin Diatta, international sénégalais de 21 ans, en provenance de Bruges. Ailier petit format, a surtout joué aile droite, c'est un droitier, mais il peut jouer aussi sur l'aile gauche. 1m75, et on l'avait vu en Ligue des Champions. Alors cette saison, on l'a vu en Ligue des Champions, elle était pas mal. L'année dernière aussi, dans le groupe du Real Madrid, souvenez-vous, il avait notamment marqué ce but à la dernière minute contre Galatasaray. Le meilleur jeune de la CAN 2019, un vrai beau prospect, et puis on a tendance à faire confiance à Monaco quand ils investissent. 15 millions du coup, je crois que c'est. Entre 15 et 20 millions, c'est les sommes qui circulent, pas officialisées vraiment pour l'instant, en tout cas pas de ce que j'ai vu. Mais voilà, l'arrivée de Crépin Diatta qui a l'air d'être une très belle pioche, que personnellement, de tout ce que j'ai vu, me plaît beaucoup. Donc on verra ce que ça donnera, et voilà pour les 5 infos foot du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater l'analyse de demain, que j'ai un petit peu teasé hier, vous pouvez voir la vidéo d'hier si vous voulez avoir plus d'infos sur l'analyse de demain, comme ça vous regardez 3 vidéos d'un coup. C'est super, mais si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et de notre côté, on se retrouve demain donc pour cette analyse. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end, et à bientôt. Bisous.